Je m'appelle Lucas Manning. J'ai 33 ans, je suis stratège financier à New York. Et pour des raisons que je ne peux toujours pas tout à fait expliquer, je me suis retrouvé dans la maison de mes parents en dehors de Philadelphie. Non pas parce que ça me manquait, non pas parce que je voulais y être, mais à cause d'une enveloppe qui alourdissait la poche de mon manteau depuis 3 mois. C'était l'anniversaire de mon père. Victor Manning, fondateur du groupe Manning, un homme dont l'héritage se mesurait non pas en affection, mais en actifs. Ces fêtes d'anniversaire étaient moins une célébration qu'un spectacle. Des affaires polies et froides, bordées de costumes sur mesure et de sourires de circonstance. Le genre de soirée où tout le monde jouait son rôle à une table assez longue pour accueillir le pouvoir, mais jamais la chaleur. Je n'étais pas là pour le gâteau ou le tintement du cristal. Je n'étais pas là pour jouer au fils prodigue. J'étais là parce que quelque chose en moi avait besoin d'une réponse. Et cette réponse était peut-être scellée à l'intérieur de l'enveloppe, me coupant les côtes alors que j'étais assis au bout de la table. Un fantôme dans ma propre lignée. Tout le monde avait sa place dans ce portrait de famille. Tout le monde sauf moi. Grant, l'aîné. Épaules larges, poli, d'une compétence inébranlable, le genre d'homme qui prenait des décisions avec la même facilité qu'il serrait la main. Il dirigeait la branche de Boston de l'empire immobilier de la famille et était fréquemment désigné par mon père comme « l'avenir du nom Manning ». Mais, la plus jeune, aux yeux vifs, sociable sans effort, la pacificatrice. Elle avait une façon de faire en sorte que tout le monde se sente vu, entendu, apprécié. Même mon père l'admirait, ce qui en disait long. Et puis il y avait moi, le cadet, celui qui avait des diplômes de Columbia et une carrière à gérer des actifs plus importants que l'ensemble du portefeuille familial. Et pourtant, toujours juste Lucas. Celui que personne ne présentait. Celui dont le nom flottait dans l'air mais n'atterrissait jamais. Pour mon père, j'étais le citadin qui avait choisi le piano plutôt que le baseball, la finance plutôt que la famille, et l'indépendance plutôt que l'héritage. Un inadapté drapé de laine coûteuse. Toléré au mieux, invisible au pire. Le dîner était à moitié terminé quand mon père s'est levé, un verre de vin à la main. Sa voix était claire, confiante, autoritaire. « Je suis fier de mes enfants », a-t-il dit. Chacun d'eux perpétue l'héritage de cette famille. Il s'est tourné vers Grant d'abord, la fierté vibrant presque de sa poitrine. Puis vers May, les yeux s'adoucissant. Des mots d'affirmation se sont déversés sans effort comme de l'huile sur du verre. Et puis son regard s'est tourné vers moi. Il a fait une pause, a souri faiblement et a bu. Pas de mots, pas de nom, juste un changement de sujet comme si j'étais une pensée secondaire qu'il valait mieux laisser de côté. Ce silence était plus fort que tout ce que j'avais jamais entendu. J'ai serré mon verre de vin si fort qu'il a grincé dans ma main. L'enveloppe dans la poche de mon manteau pressait contre mes côtes comme une épine. Ce n'était pas seulement du papier à l'intérieur. C'était l'aboutissement de toutes les questions sans réponse que je m'étais jamais posées. Un test ADN que j'avais fait il y a des mois après un étrange appel téléphonique d'un inconnu avec trop de connaissances et trop peu d'explications. Je ne l'avais pas encore ouvert. Peut-être parce qu'une partie de moi craignait la réponse. Peut-être parce qu'une autre partie savait déjà. Je me suis levé lentement. Personne n'a remarqué. Personne n'a appelé mon nom. Pas même mais. Derrière moi. Le tintement des verres et les rires polis ont continué comme une musique de fond. Et les yeux de mon père ne se sont même pas tournés vers la chaise vide que j'avais laissée derrière moi. Je ne me souviens pas exactement quand j'ai réalisé que je n'étais pas aimé. Non seulement détesté, mais non désiré, inutile. C'était peut-être le dimanche où Grant a pu aller avec papa au match des Eagles, et j'ai été laissé derrière avec Madame Perkins, la gouvernante. Ou peut-être que c'était quand j'ai commencé à jouer du piano et que mon père a dit « Les vrais hommes ne s'assoient pas derrière des claviers, à moins qu'ils ne codent ou ne fassent du commerce. » Il ne m'a jamais frappé. Il n'a jamais crié. Mais tout dans son silence criait « Tu n'es pas ce que j'ai commandé. » Je me souviens de la seule fois où il est venu à l'un de mes jalons, ma remise de diplôme du lycée. Je portais la toque et la robe de location, serrant la main d'un directeur, souriant comme si cela avait de l'importance. Ensuite, il m'a pris à part et m'a dit « Enlève cette chose. C'est juste une école privée. Ne te pavane pas comme si c'était quelque chose dont il fallait se vanter. » Je l'ai enlevé tranquillement, mais quelque chose s'est brisé en moi ce jour-là, et ça n'a jamais guéri, n'est-ce pas? Un après-midi, peu de temps après avoir commencé l'université, j'ai surpris une conversation entre ma mère et ma tante. Elle ne savait pas que j'étais là.
Ce n'est pas la faute de Lucas, a chuchoté ma mère. C'est le passé. Mon estomac s'est noué. Plus tard, je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a souri, a posé une main douce sur la mienne et a dit, « Tu penses trop. » Nous nous remémorions juste. Mais son sourire n'a jamais atteint ses yeux, et sa main, bien que chaude, n'a jamais serré la mienne fermement. Depuis lors, les questions n'ont jamais cessé. Étais-je une erreur? Étais-je un écho de quelque chose que personne ne voulait se souvenir? Ma mère, Angela, a toujours été douce. Elle n'a jamais élevé la voix. Elle faisait du pain aux bananes quand je pleurais et pressait sa paume contre mon dos quand je rentrais tard. Mais elle ne m'a jamais défendu. Pas une seule fois. Pas quand mon père me méprisait. Pas quand il m'excluait. C'était le genre de mère qui poserait sa main sur votre épaule juste avant que vous ne tombiez, mais ne vous retiendrait jamais. Au fil du temps, j'ai cessé de m'attendre à ce que la chute soit rattrapée. Et pourtant, elle était la seule personne que je visitais encore quand je rentrais à la maison, car même un fantôme doux vaut mieux que personne. Alors, non, mon père n'a pas eu besoin de dire « je ne t'aime pas ». Il n'a jamais eu à le faire, car il ne m'a jamais donné une seule raison de le croire. Et cette enveloppe, elle est toujours dans la poche de mon manteau. Un témoin silencieux, une sentence possible. Je ne l'ai pas ouverte, mais je sais, je le sens dans mes os, que le moment approche. Il fut un temps, pas si lointain, où je pensais que je pourrais enfin être vu, peut-être même accepté. Je venais d'être promu analyste financier principal dans un cabinet de premier plan à New York. 7 ans de labeur, à faire mes preuves auprès de gens qui ne connaissaient pas mon nom et ne se souciaient pas de mon pédigré, seulement des résultats. Et j'ai livré. Et quand je l'ai fait, j'ai acheté une voiture. Pas n'importe quelle voiture. Un SUV noir. La marque et le modèle exact que mon père appelait autrefois, une voiture de vrai homme. Je l'ai fait expédier à la maison à Philadelphie. J'ai inclus une petite carte, une seule ligne. J'espère que cela te rend fier. Une semaine s'est écoulée. Rien. Pas de message, pas d'appel, pas même un signe de tête par l'intermédiaire de mai. Silence. Puis ma mère m'a envoyé un texto. Ton père a mis la voiture dans le garage. Il a dit, eh bien, elle est assez jolie. C'était tout. J'ai avalé la pilule, me disant que le silence valait mieux que le rejet. Au moins, il ne l'avait pas retourné. Au moins, il l'avait gardé. Ça comptait pour quelque chose, n'est-ce pas? Mais l'illusion n'a pas duré longtemps. Quelques week-ends plus tard, je suis rentré à la maison à l'improviste. J'ai traversé le jardin et j'ai entendu mon père rire avec quelques-uns de ses vieux copains d'affaires, un scotch à la main, la posture détendue, comme s'il appréciait vraiment d'être en vie. Quelqu'un a montré le SUV garé devant le garage. Mon père a gloussé. Oh, ça, un cadeau d'un de nos partenaires. Je suppose qu'ils essaient d'adoucir la prochaine série de négociations. Il n'a pas sourcillé. N'a pas hésité. Il a porté le mensonge comme une cravate préférée. Pas même une mention passagère que cela venait de son fils. Je ne suis pas intervenu. Je n'ai pas dit un mot. Je suis juste resté derrière la haie comme un étranger écoutant une vie dans laquelle je n'étais pas le bienvenu. Plus tard dans la nuit, May a essayé de le défendre. Il n'est pas doué pour exprimer les choses, a-t-elle dit. Mais je jure qu'il l'a aimé. Il ne sait juste pas comment le montrer. Mais ce n'était pas vrai. Je l'avais vu exprimer de la fierté, de l'amour, de la joie, tout, juste jamais pour moi. Et je commençais à comprendre pourquoi. Cela a commencé par une curiosité, rien de plus. Une tendance dans notre industrie. Des kits d'ascendance, des tests ADN, des analyses du patrimoine génétique. J'en ai envoyé un, pensant que j'apprendrais quelque chose sur l'origine de ma lignée. Quand les résultats sont arrivés des semaines plus tard, j'ai vu une phrase qui a tout changé. Aucune correspondance paternelle directe trouvée avec le père indiqué. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste fixé l'écran alors que les murs de ma vie se réarrangeaient tranquillement. Je n'en ai parlé à personne, mais la graine du doute avait germé et elle n'arrêtait pas de grandir, s'enroulant autour de chaque souvenir que je pensais comprendre. Alors, un après-midi, je suis retourné à la maison, je me suis glissé dans la salle de bain à l'étage, j'ai trouvé la brosse de mon père, j'ai arraché quelques cheveux, je les ai enveloppés dans une serviette en papier et je suis parti. Je les ai envoyés à un laboratoire privé à Manhattan. 3 jours avant son anniversaire,
L'enveloppe est arrivée. Épaisse, lourde. Je ne l'ai pas ouverte. Elle est sur mon bureau maintenant, à côté d'un stylo que je n'ai pas touché et d'une photo de ma remise de diplôme universitaire à laquelle il n'a jamais assisté. Cette voiture, ce geste de gratitude, ce silence, me vois-tu maintenant, était devenu juste un autre accessoire dans son histoire. Un mensonge pratique pour maintenir les apparences. Et pour la première fois, je ne me sentais pas seulement blessé. Je me sentais utilisé, non pas rejeté, mais réutilisé. J'ai quitté la fête comme quelqu'un sortant d'un immeuble en feu. Pas d'urgence, pas de panique, juste cette sortie silencieuse et engourdie lorsque l'on accepte enfin que rien à l'intérieur ne vaut la peine d'être sauvé. La chambre d'hôtel était faiblement éclairée, propre, impersonnelle. L'enveloppe était posée sur le bureau comme si elle avait attendu. Je me suis assis en face d'elle, l'air épais de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. S'il n'est pas mon père, ai-je chuchoté à personne. Alors qui suis-je dans cette famille? Les souvenirs ne frappent pas tous en même temps. Ils s'insinuent comme de l'eau sous une porte. La fois où il a appelé Grant celui qui portera le nom et m'a dit que je devrais apprendre à cuisiner pour ne pas mourir de faim. Le jour où j'ai ramené un prix d'économie au niveau de l'État et il a dit, les données ne disent pas la vérité. Elles ne font que refléter le bruit. J'avais l'habitude de penser qu'il était juste dur. Maintenant, je savais mieux. Je n'avais pas grandi. J'avais prouvé. Chaque certificat, chaque promotion, chaque succès soigneusement mesuré, ce n'était pas pour moi. C'était pour lui. Ou plutôt pour la version de moi qui, je pensais, pourrait enfin gagner son approbation. Ce n'était pas de la croissance, c'était de la pénitence. Ce soir-là, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé ma mère. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je voulais juste entendre quelqu'un respirer à l'autre bout du fil. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Sa voix était fatiguée, douce. Maman, ai-je demandé. As-tu jamais, ne serait-ce qu'une fois, senti que je n'avais pas ma place dans cette maison? Silence, une longue pause. Puis finalement, elle a dit, Lucas, il y a des choses que je ne peux pas dire à voix haute dans cette maison, mais tu n'as jamais été une erreur. Elle n'a pas élaboré. Elle n'en avait pas besoin. Je suis resté assis dans le noir, le téléphone contre ma joue, et j'ai senti mon pouls résonner dans ma gorge. Le lendemain matin, je suis retourné à la maison. Maman m'avait demandé de récupérer de vieux papiers dans le bureau. Le SUV était dans l'allée, propre, poli, impeccable. Un voisin âgé promenant son chien est passé et m'a fait un signe de tête amical. Le nouveau joujou de Victor, hein? J'ai entendu dire qu'un partenaire commercial le lui avait donné. Les gens chics comme lui, ils ont tous les avantages. Je n'ai pas répondu, j'ai juste souri faiblement. Ma langue pressée contre mon palais, retenant ce qui voulait sortir. Plus tard, j'ai trouvé May dans la cuisine. Elle épluchait des pommes comme elle le faisait toujours quand elle évitait quelque chose. J'ai entendu ce qu'il a dit, lui ai-je dit. Elle a tressailli. Il ne pensait rien de mal, a-t-elle marmonné. C'est juste plus facile pour lui de l'expliquer de cette façon. Tu sais comment est papa? Non, ai-je dit, je ne le sais vraiment pas. Parce que ce n'était plus une question de retenue émotionnelle. C'était un effacement délibéré et calculé. En passant devant son bureau, j'ai entendu sa voix à travers la porte légèrement ouverte. Lucas, a-t-il dit au téléphone. Il ne comprend pas ce qu'est la vraie valeur. Ce garçon vit pour se prouver, pas pour construire quelque chose de durable. C'était le genre de phrase qui semble presque anodine quand on l'entend, mais qui vous tranche la peau. Il n'a pas dit mon fils. Il a dit ce garçon. Ça m'a frappé plus fort que je ne l'avais prévu. J'ai quitté la maison sans rien dans les mains. Rien, sauf une vérité que je n'étais pas prêt à admettre. Peut-être que je n'avais pas besoin d'ouvrir l'enveloppe. Parce que parfois, quand quelqu'un a déjà décidé que vous n'êtes pas de la famille, le sang que vous partagez ou non n'a plus d'importance. Je me suis assis près de la fenêtre de l'hôtel, seul. L'enveloppe dans ma main, maintenant usée au coin. 3 jours. C'est le temps qui s'était écoulé depuis son arrivée. Je l'avais tenue chaque nuit, l'avais retournée, avait mémorisé son poids. Je ne l'avais pas ouverte, non pas parce que j'avais peur de ce qu'elle pourrait dire, mais parce que d'une manière ou d'une autre, je le savais déjà. Ce n'était plus une preuve. C'était une libération. Et pourtant, je n'arrêtais pas d'hésiter, comme si une partie de moi avait encore besoin que quelqu'un d'autre le dise en premier.
Ce qui me hantait, ce n'était pas le résultat du test lui-même. C'était la possibilité que Victor Manning, mon père, légalement, ait su depuis le début. Si c'était le cas, alors tout prenait un sens cruel. La froideur, les mépris, le silence stratégique, la façon dont il me regardait de travers comme si j'étais une ombre qui se mettait toujours en travers de sa lumière. J'ai repensé à toutes les fois où il aurait pu dire quelque chose, n'importe quoi qui ressemble à de l'affection. Il ne l'a jamais fait, pas une seule fois. Et s'il avait su depuis le début que je n'étais pas le sien, alors rien de tout cela n'avait été accidentel. Ce n'était pas de l'indifférence. C'était un choix. Et j'étais la victime de ce choix. J'avais besoin de parler à quelqu'un. J'ai appelé Grant. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau. Mur de verre, fauteuil en cuir, l'odeur de colonne chère et de succès. Il s'est assis en face de moi, les mains jointes, attendant. J'ai tourné autour du pot jusqu'à ce que je demande enfin, « As-tu déjà remarqué quelque chose d'étrange dans la façon dont papa me traitait ?» Grant n'a pas scié. « Tu ne corresponds pas à son moule, Lucas. C'est tout. Tu as choisi une vie différente. Ce n'est pas personnel. C'est pratique. » Son ton était sec, professionnel, comme s'il analysait un portefeuille d'actions, pas les cicatrices émotionnelles de son propre frère. Je me suis levé pour partir. Mais alors que j'atteignais la porte, il a ajouté sans se retourner. « Si tu penses à faire quelque chose d'imprudent à la fête ce week-end, souviens-toi juste que tout le monde n'est pas prêt pour la vérité. » Cela m'a arrêté net. Ce n'était pas un conseil. C'était un avertissement. Ce soir-là, de retour à l'hôtel, je suis resté avec cette pensée. La vérité. Qu'est-ce que cela changerait? Qui cela blesserait-il? Et pourquoi une partie de moi voulait-elle toujours le crier sur les toits? Puis on a frappé à la porte. C'était May. Elle avait l'air pâle, nerveuse. Elle tenait quelque chose dans sa main. Une petite enveloppe jaunie par le temps. « Je n'étais pas censé trouver ça », a-t-elle dit. Mais je l'ai trouvé. Il y a quelques années, quand j'ai aidé maman à nettoyer le grenier. Elle me l'a tendue sans un mot de plus. C'était une lettre datée d'il y a 33 ans, d'un homme nommé Robert Ellis. L'écriture était soignée, émouvante. Je l'ai dépliée lentement. « Si tu es enceinte, j'assumerai mes responsabilités. Même si nous ne pouvons pas être ensemble, je veux que tu saches que je ferai ce que je peux. Ne laisse juste pas le garçon grandir en pensant qu'il n'a pas sa place. » Département d'ingénierie de l'Ohio State. La chronologie correspondait exactement au mois précédant ma naissance. J'ai fixé le papier comme s'il pouvait soudainement se réécrire. Il ne l'a pas fait. Il est juste resté là, brut et indéniable. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me sentais juste immobile. Pas brisé. Pas même trahi. Juste confirmé. J'ai de nouveau regardé par la fenêtre, mais la ville n'avait plus la même apparence. Les lumières étaient plus froides, les rues plus distantes. J'avais toujours pensé que j'étais l'échec de la famille, la déception. Mais je n'ai jamais été un échec. J'étais une suppression. Une erreur que quelqu'un a essayé d'effacer sans faire de bruit. Victor ne m'a pas seulement toléré. Il m'a éliminé, centimètre par centimètre, de chaque souvenir de famille qu'il pouvait contrôler. Non pas en disant que je n'avais pas ma place, mais en ne disant jamais que je l'avais. Et maintenant je savais. Je n'avais plus besoin de résultats ADN pour me le dire. J'avais la lettre. J'avais les années de silence. Et j'avais un père, juste pas celui avec qui j'ai grandi. Mais surtout, j'avais la vérité. Et parfois, c'est plus lourd que n'importe quel mensonge. 2 jours avant la grande fête, je me suis assis dans un coin tranquille d'un petit café de Philadelphie. Le genre d'endroit où le temps semble plus lent et où les souvenirs vous trouvent, que vous le vouliez ou non. Mon café avait refroidi. Je ne le buvais pas, je le tenais juste comme un accessoire dans une scène que j'avais jouée trop de fois. Je n'arrêtais pas de repenser à une réunion de famille il y a 10 ans. Nous étions tous réunis dans la grande salle à manger du domaine des Manning. L'air était épais de fierté et d'attente. C'est ce jour-là que Victor Manning, mon père, s'est levé devant tout le monde et a fait sa déclaration. Quand j'aurai 65 ans, toute la Manning Corporation sera transférée à Grant. Les applaudissements ont éclaté. Mais a souri poliment. Grant avait l'air humble mais triomphant. Et moi?
J'étais au sommet de ma carrière à l'époque, fraîchement paru dans le Wall Street Journal pour un article sur les stratégies financières émergentes. Et pourtant, je n'ai pas été mentionné, pas même en passant, comme si je n'existais pas. Ce souvenir me semblait plus vif que jamais. Plus tard dans la journée, je suis allé voir Monsieur Harris, l'avocat de longue date de notre famille, un homme stoïque avec des décennies derrière lui. Il avait géré chaque contrat, chaque fiducie, chaque secret. Je lui ai posé directement des questions sur le testament, sur ma place dedans. Il n'a pas répondu. Pas vraiment. Au lieu de cela, alors que je me levais pour partir, il a simplement dit, certaines choses sont écrites non pas pour être justes, mais pour préserver l'ordre. Ces mots sont restés avec moi. L'ordre. C'est ce que le nom Manning avait toujours représenté. Le statut, l'image, l'héritage. Et je n'avais jamais correspondu à cette idée bien repassée de l'ordre. Ce soir-là, May a appelé. Elle m'a demandé de la rencontrer devant la maison. Son visage était pâle, ses yeux fatigués. Elle a pris une longue inspiration avant de dire ce qu'elle avait gardé pour elle depuis trop longtemps. Il y a quelque chose que tu devrais savoir. Quand maman est tombée enceinte de toi, papa lui a dit d'avorter. Je n'ai pas dit un mot. Elle a refusé. Il ne l'a jamais frappée, n'a jamais crié. Mais à partir de ce jour-là, le silence a commencé. Et il n'a jamais cessé. J'ai eu l'impression que l'air autour de moi s'était effondré. Chaque regard froid, chaque mépris passif, chaque moment où je pensais ne pas être à la hauteur. Il n'avait jamais été question de mes notes, de ma carrière ou de mon attitude. Il avait été question de mon existence. J'avais le droit de vivre, mais pas le droit d'appartenir. Chaque fois qu'il me regardait, il ne voyait pas son fils. Il voyait une déviation, une menace pour le récit qu'il avait construit. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et il était là, un email d'une adresse inconnue. Robert Ellis. L'objet était simple. Si vous voulez vous rencontrer. Le corps du message était encore plus simple. Lucas, je ne veux pas m'immiscer dans votre vie. Si vous souhaitez un jour parler, je suis prêt à venir à New York la semaine prochaine, mais je comprendrai si vous ne le souhaitez pas. Je voulais juste vous offrir le choix. Pas de grandes déclarations, pas de tentative de rédemption émotionnelle, juste du respect, un ton que je n'avais jamais reçu de l'homme qui m'avait élevé. Et ça, c'est ce qui m'a le plus brisé. Je ne savais pas quelle partie faisait le plus mal. Qu'un étranger puisse m'écrire avec plus de gentillesse que mon propre père n'en avait jamais eu en 33 ans. Ou que tout ce pourquoi je m'étais si durement battu pour préserver, le nom, l'héritage, l'illusion, ne m'avait jamais inclus au départ. J'avais défendu un royaume qui ne m'avait jamais considéré comme de la royauté. J'ai de nouveau regardé la lettre de Robert, puis le rapport ADN, puis la vieille lettre que May m'avait donnée. Chacun était une lame, tranchant la version de moi-même que j'avais travaillé si dur à maintenir. Il n'y avait plus de place pour le doute. La seule question maintenant était, qu'est-ce que j'allais faire à cette fête, devant la famille qui m'avait toujours traité comme un fantôme sur leur photographie? Allais-je rester silencieux ou allais-je enfin me faire voir? Sachant très bien qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Quel que soit le choix que je ferais, il définirait tout ce qui suivrait. Je suis rentré à la maison la veille de la fête. La cuisine avait toujours l'air comme quand j'étais enfant. Les mêmes armoires en bois, les mêmes carreaux jaunes, mais la table de la salle à manger s'était allongée, était devenue plus froide. Nous étions assis à 5, séparés, avec 33 ans de silence tendu entre chaque chaise. Le dîner a commencé avec les formalités habituelles. Papa a demandé à Grant des nouvelles de sa récente acquisition à Chicago, puis s'est tourné vers May et s'est enquis de sa collecte de fonds caritative. Sa voix était chaleureuse, familière, comme elle l'était toujours avec eux. Puis il s'est tourné vers moi. Le sourire n'a pas atteint ses yeux. Alors, Wall Street vend toujours des rêves déguisés en chiffres. J'ai souri en retour, les lèvres serrées. C'était sa pique préférée. Depuis que j'étais entré dans la finance, il appelait ça souffler des bulles pour les petits malins. Avant, ça me piquait. Maintenant, ça ne faisait qu'écho. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Maman a parlé. Lucas vient d'être nommé au conseil consultatif stratégique de Morgan Lincoln, a-t-elle dit, la voix stable. Il est le plus jeune membre qu'ils aient jamais eu. La pièce est devenue silencieuse un instant. Je n'ai pas levé les yeux. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais sentir les yeux de papa, les sentir calculés,
décider comment tourner cela. Il a posé ses couverts, a fait un bref signe de tête et a marmonné, il laisse entrer n'importe qui de nos jours s'ils essaient d'atteindre un quota de diversité. Et juste comme ça, j'ai eu l'impression de disparaître de la table. Après le dîner, je suis sorti dans le jardin. Le ciel était meurtri de nuages. Papa se tenait près de la vieille fontaine, tenant un verre de vin. Je me suis approché de lui, n'ayant plus besoin de faire semblant. Tu savais que je n'étais pas ton fils biologique, n'est-ce pas? Il n'a pas sourcillé, n'a pas scié, a juste dit, je t'ai donné mon nom. C'est plus que ce que la plupart feraient. Puis il a ajouté, lentement et délibérément. Si tu prévois de gâcher la fête de demain, sache ceci. Tu ne perdras pas seulement ton père, tu perdras ton nom. Ma gorge a brûlé. Pourtant, je lui ai posé la seule question qui m'avait hanté toute ma vie. Alors, qu'essayais-tu de m'apprendre toutes ces années? Ses yeux se sont assombris. Qu'il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas changer, peu importe tes efforts. De retour à l'hôtel, je me suis assis près de la fenêtre et j'ai rouvert l'email de Robert Ellis. Mes doigts ont plané au-dessus des touches. Puis lentement, j'ai tapé, je ne suis pas encore prêt à vous rencontrer. Mais merci. Au moins, vous ne m'avez jamais traité comme une erreur. Je n'ai pas pleuré, mais quelque chose en moi a changé. Un adieu silencieux, non pas à un homme, mais à un espoir auquel je m'étais accroché depuis bien trop longtemps. Le lendemain matin, je suis arrivé au domaine dans un costume noir sur mesure. Les invités affluaient sur le terrain, les rires et le champagne remplissant l'air. Je me tenais au bord, inaperçu. Quelques personnes m'ont jeté un coup d'œil. Des hochements de tête polis au mieux. La plupart supposaient que je faisais partie du personnel de l'événement. Le jardin était décoré en blanc et or. Des bannières pendaient sur la pergola, célébrant 65 ans, honorant le fondateur. J'avais l'impression d'entrer dans un musée construit pour la mémoire de quelqu'un d'autre. J'ai vu papa répéter au podium, ajustant le micro. Un épais script de discours était posé à côté de lui. Grant aimait se déplacer gracieusement à travers la foule, serrant des mains, souriant. Personne ne m'a mentionné. Personne n'a demandé où j'étais allé. Derrière un rideau près de la scène, je me tenais seul avec 2 papiers dans ma poche, les résultats ADN et la lettre de Robert Ellis. Tous 2 lourds, tous 2 tranchants. Puis les applaudissements ont commencé. Papa a pris la scène. Il a parlé d'héritage, de vision, de construire quelque chose qui lui survivrait. Et puis il a fait une pause, a souri et a dit, « Ceci, c'est mon fils, Grant Manning, l'homme qui portera notre nom de famille. » Grant est monté. Ils se sont étreints. Les appareils photos ont flashé, les gens ont applaudi, et je me tenais là. Pas même une note de bas de page dans l'histoire. Ma main a agrippé l'enveloppe dans ma poche. C'était mon moment. Je pouvais monter, prendre le micro, tout dire. La vérité enfin dite à voix haute. J'ai fait un pas en avant. Grant m'a regardé. Juste un regard. Pas de colère, pas de peur, juste un avertissement silencieux. Ne fais pas ça. Et dans ma tête, la voix de papa a de nouveau chuchoté. Il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas changer. J'ai reculé. J'ai quitté la fête inaperçue. Personne ne m'a rappelé. À l'hôtel, j'ai décollé l'étiquette nominative de mon revers. Lucas Manning. Je l'ai jeté à la poubelle. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai rédigé un email à Monsieur Harris. Je ne poursuivrai aucun héritage. La chose que je voulais de cette famille n'était jamais la leur à donner. Je l'ai signé avec mon vrai nom pour la première fois, Lucas Ellis. Une semaine s'était écoulée depuis la fête. J'étais de retour à New York. Il n'y avait pas de rage, pas de larmes, juste un silence creux qui me suivait partout. Les gens pensent que dire la vérité est censé être une libération. Mais parfois, tout ce que cela laisse derrière, ce sont des morceaux brisés que personne ne veut ramasser. Puis le téléphone a sonné. C'était ma mère. Elle ne s'est pas excusée. Ne s'est pas défendue ni mon père. Elle a juste dit, « Lucas, peux-tu rentrer à la maison ?» Pas pour parler à ton père, juste à moi. J'ai accepté, mais je n'ai pas mis les pieds dans la maison principale. Nous nous sommes rencontrés à la vieille boulangerie sur Hatton & Maple où elle m'emmenait après chaque examen scolaire. Elle avait l'air plus âgée, non pas par les rides, mais par la façon dont elle portait le silence. Elle m'a dit que le jour où elle a découvert qu'elle était enceinte de moi,
elle est restée près du lac pendant près de 2 heures. Non pas parce qu'elle voulait sauter, mais parce qu'elle ne savait pas si je méritais de n'être dans cette situation. Et pour la première fois de ma vie, elle a pleuré. Non pas en tant que ma mère, non pas en tant que femme de quelqu'un, mais en tant que femme qui a un jour fait un choix qui lui a tout coûté. Ce soir-là, je suis retourné à mon appartement. Il y avait une lettre qui attendait de Robert Ellis, manuscrite. Pas de langage fleuri, pas d'exigence, juste une ligne qui m'a marqué. Lucas, tu n'as pas à pardonner à qui que ce soit, mais ne les laisse pas t'apprendre à porter la douleur. J'ai plié la lettre et je suis resté assis en silence. Je ne savais pas si je me sentais plus léger ou simplement défait. Il n'essayait pas de me sauver. Il me donnait la permission d'arrêter de faire semblant que je ne saignais pas. Quelques jours plus tard, j'ai visité la tombe de mon grand-père. Je ne m'attendais à voir personne là-bas, mais Grand-Aimé se tenait près de la pierre tombale. Mais avait l'air mal à l'aise. Elle s'est approchée de moi, les yeux baissés. Je suis désolé d'avoir gardé cette lettre. J'avais peur. Je pensais que si tu savais, tu partirais pour de bon. Grant n'a rien dit. Il a simplement sorti une clé de la poche de son manteau et me l'a tendue. Pas de mots, juste le poids de celle-ci dans ma main. C'était pour l'un des entrepôts privés de notre père. À l'intérieur, j'ai trouvé des boîtes de vieux dossiers, principalement des affaires, mais dans le coin, une enveloppe marquée personnelle. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des dizaines, toutes adressées à moi, aucune jamais envoyée. Une à moitié terminée disait, « Si je meurs avant de pouvoir réparer ce que j'ai fait, j'espère que Lucas comprendra. » J'étais plus un lâche qu'un mauvais père. Je suis resté assis par terre pendant des heures, l'enveloppe sur mes genoux. Aucune excuse ne pouvait changer ce qui avait été perdu. Mais la lâcheté, à sa manière, est un aveu. Cela signifie qu'il savait. Il n'était tout simplement pas assez courageux pour y faire face. C'était un matin frais quand j'ai décidé de conduire jusqu'en Ohio. Les feuilles commençaient à tourner et le ciel avait cette étendue bleu pâle qui rendait tout plus silencieux. Je ne cherchais pas un père. Je voulais juste savoir que je n'avais pas commencé ma vie comme le déni de quelqu'un. Dans la poche de mon manteau se trouvait une lettre que j'avais écrite un jour à Victor. Jamais envoyée. Elle contenait une seule ligne. Tu avais le choix. Tu ne m'as pas choisi. À mi-chemin de Columbus, je me suis arrêté à une aire de repos, j'ai brûlé la lettre sous un érable et je l'ai regardée se recroqueviller en rien. Je n'avais plus besoin qu'il me choisisse. Je m'étais déjà choisi. Avant d'arriver, j'ai fait un détour par mon ancien lycée. L'endroit sentait toujours les vieux manuels et le linoléum poli. Madame Kellerman, mon professeur de littérature, se dirigeait vers la porte d'entrée quand elle m'a vu. Elle a souri. Tu m'as toujours rappelé ta mère plus que quiconque. C'était une chose si simple à dire, mais ça a touché quelque chose de profond. Toute ma vie, j'ai pensé que je ne correspondais pas. Peut-être que j'étais juste planté dans le mauvais sol. Finalement, je me suis garé devant une petite maison en bois nichée derrière des rangées d'érables rouges. Je n'ai pas frappé tout de suite, je suis juste resté là, à respirer. Puis la porte s'est ouverte. Robert Ellis ressemblait exactement à ce que j'imaginais, les cheveux gris, gentil et calme. « Tu veux un café ?» a-t-il demandé. Je le prépare fort. Pas d'étreinte, pas d'explication maladroite, pas de discussion sur l'ADN. Nous nous sommes assis près de la fenêtre. Deux étrangers, deux hommes, regardant le monde passer à travers une vitre embuée de vapeur. Personne n'a essayé de réparer quoi que ce soit. Quelques jours plus tard, j'étais de retour à New York. Sur mon bureau se trouvait une photo rendue numériquement. Un garçon, moi, assis sur les genoux de ma mère, riant. Un moment que je n'ai jamais eu, maintenant imaginé. J'ai ouvert mon enregistreur de podcast personnel et j'ai appuyé sur enregistrer. Si vous vous êtes déjà demandé si vous étiez digne d'amour, laissez-moi vous dire ceci. Vous n'avez besoin de la permission de personne. Vous n'avez pas besoin d'une lignée. Vous n'avez même pas besoin d'un nom. Vous avez juste besoin de croire que vous avez de l'importance et d'écrire votre propre histoire. J'ai fait une pause. Puis j'ai terminé l'enregistrement. Plus Lucas Manning. Juste Lucas. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Merci d'être resté avec moi à travers chaque mot, chaque pause et chaque moment de silence que j'ai porté pendant des années. Si vous avez déjà eu l'impression que l'amour était conditionnel ou que votre valeur devait être prouvée juste pour être vue.
Si vous vous êtes déjà tenu dans une pièce pleine de gens et que vous vous sentiez toujours invisible ou peut-être que vous ne l'avez pas vécu mais que vous le comprenez. Vous en avez été témoin ou votre cœur sait simplement comment cette douleur peut se sentir. Commentez simplement oui ci-dessous. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour dire je t'entends. J'ai été là. Vous n'êtes pas seul. Et si vous avez envie de partager votre propre histoire, n'hésitez pas. Ou asseyez-vous simplement avec la mienne. Les deux sont plus que suffisants. Je serai là et d'autres aussi. Parce que dans ce petit coin du monde, peut-être que nos histoires, brisées, silencieuses, inachevées, ont enfin un endroit où elles appartiennent. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, la guérison n'a pas toujours l'air bruyante, mais elle commence toujours par l'écoute.